Inauguré en 2017 dans la commune huppée du Chêne-et-Roccancourt, à l'ouest de Paris, le temple mormon dresse sa silhouette blanche dans un paysage urbain plutôt résidentiel. Monumental par son architecture néoclassique, soigné dans ses matériaux, le bâtiment tranche autant qu'il s'insère dans son environnement. Pour beaucoup, ce temple reste méconnu, voire ignoré. Pourtant, son existence interroge. Comment un tel édifice religieux a-t-il pu voir le jour en France, pays réputé pour sa laïcité et son histoire catholique dominante ? Et surtout, pourquoi cette implantation en apparence anodine est-elle révélatrice d'un autre récit français, celui des trajectoires religieuses souvent oubliées, marginalisées ou silencieuses ? Le mormonisme, ou l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, naît en 1830 aux États-Unis, sous l'impulsion de Joseph Smith. Il se distingue par des textes canoniques propres, comme le Livre de Mormon, une vision eschatologique affirmée et une théologie singulière. L'édification de temples, qui sont des lieux de culte distincts des simples chapelles, c'est-à-dire que tout le monde peut aller visiter une chapelle mormone, mais le temple du Chêne, dont on vous parle aujourd'hui, ne peut être visité que par des fidèles pratiquants qui ont reçu une recommandation. Le mouvement s'est très tôt doté d'une organisation hiérarchique rigoureuse et d'une forte vocation missionnaire. Présent dans plus de 150 pays, les Mormons illustrent une forme de religiosité globalisée, mobile, mais souvent perçue comme exotique, comme étrange. Les premiers missionnaires mormons arrivent en France dès 1850, mais leur influence reste marginale parce que dès cette époque, leur prosélytisme actif suscite méfiance et incompréhension. La presse catholique de la fin du XIXe siècle dénonce régulièrement leurs manœuvres et leurs pratiques qui sont donc en lien avec le baptême des morts, la polygamie qui est pratiquée à l'époque aux États-Unis, alimente fantasmes et rejets. Alors pour que les choses soient claires dans ce podcast, tout d'abord, le baptême des morts, ce n'est évidemment pas un baptême avec des cadavres, c'est qu'ils font des recherches de généalogie et donc ils baptisent des personnes qui sont déjà décédées. Mais c'est évidemment quelqu'un de vivant qui fait le baptême au nom de la personne décédée. Qu'on soit assez clair sur cette pratique. Et puis la polygamie était donc pratiquée à l'époque aux États-Unis, mais elle est évidemment aujourd'hui interdite. Et d'ailleurs, les Mormons qui s'adonneraient à cette pratique sont immédiatement excommuniés, c'est-à-dire chassés de l'Église. Les années 1980-2000 sont plutôt une ère des suspicions, puisque dès les années 1980-1990, le mormonisme figure dans les rapports parlementaires sur les sectes, aux côtés d'autres groupes qui sont alors suspectés de dérive. Le rapport Vivien en 1983, puis le rapport Guest-Guillard en 1995 mentionnent l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours parmi les mouvements surveillés. Ces classifications officielles nourrissent une perception publique négative qui est donc renforcée par les accusations de prosélytisme abusif, avec des jeunes missionnaires qui sont considérés comme omniprésents dans certains quartiers, donc qui deviennent un stéréotype associé à une forme d'intrusion religieuse. Il y a aussi donc les soupçons financiers, puisque les Mormons ont l'obligation de la dîme, c'est-à-dire qu'ils donnent 10% de leurs revenus à l'Église, et donc l'opacité des finances de l'Église a alimenté les interrogations sur l'enrichissement de l'organisation. Il y a eu aussi des critiques sur l'emprise familiale, avec des témoignages d'ex-mormons qui ont dénoncé la pression sociale et la pression familiale qui est exercée sur les fidèles, et puis donc les polémiques généalogiques avec, comme je le disais, cette pratique du baptême posthume, notamment de certaines victimes de la Shoah, qui a donc provoqué des tensions avec les communautés juives françaises. Et face à ces difficultés, l'Église mormone a donc développé une stratégie de communication et de légitimation. Tout d'abord, il y a eu une forme de professionnalisation de l'image avec l'abandon progressif du terme mormon au profit de la dénomination complète. Donc l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est vrai que nous on dit toujours mormon, mais les membres de l'Église et l'Église demandent à ce que la dénomination complète soit donnée. Et donc des campagnes publicitaires qui ont aussi mis l'accent sur les valeurs familiales.
Il y a eu aussi la participation au dialogue interreligieux, avec la participation aux instances écuméniques chrétiennes, et donc qui montre une forme de relation apaisée avec les autres confessions chrétiennes. Il y a aussi eu l'engagement social avec la mise en avant d'actions caritatives telles que l'aide humanitaire, les banques alimentaires, pour contrer l'image d'organisation qui est fermée sur elle-même, ainsi qu'un lobbying discret avec un travail de proximité avec les élus locaux et la mise en avant de l'exemplarité civique des fidèles. Et donc, c'est comme cela que, petit à petit, on arrive à l'histoire de l'implantation du temple du Chênai. Parce que cela constitue une étape majeure dans leur histoire. C'est le premier en France et c'est le deuxième en Europe continentale après celui de Berne, en Suisse, en 1955. Son implantation ne doit absolument rien au hasard, il est proche de Paris, il est dans un quartier résidentiel aisé des Yvelines, et donc il incarne une stratégie de visibilité qui est maîtrisée. Le choix de cette commune traduit une volonté d'ancrage assez bourgeois, loin des banlieues populaires où il y a davantage de mosquées par exemple ou d'églises évangéliques. Et contrairement aux polémiques récurrentes autour de la construction de mosquées, le temple du Chênai n'a finalement suscité que peu d'opposition. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette acceptation relative. Tout d'abord, le profil sociologique des fidèles, c'est-à-dire que ce sont souvent des classes moyennes supérieures avec une insertion professionnelle réussie et l'absence de marqueurs vestimentaires distinctifs. C'est-à-dire que, mis à part pour les cérémonies spéciales au temple, sinon vous pouvez croiser des mormons sans savoir, puisqu'il n'y a pas de règles religieuses au niveau des marqueurs vestimentaires, mis à part des règles de pudeur, mais ce ne sont pas... on peut pas différencier une femme pudique mormone d'une autre femme pudique d'une autre religion. Il y a une architecture assez consensuelle avec un style néoclassique qui s'inspire des codes architecturaux français traditionnels et surtout l'absence de symbolique religieuse ostentatoire. Pour le coup, nous avons eu la chance de pouvoir visiter ce temple avant qu'il soit sacralisé, et donc effectivement, à l'intérieur d'un temple, et même à l'extérieur d'ailleurs, il n'y a pas de croix, de statue. Il y a une statue de Jésus, mais elle est dans le jardin, donc elle n'est pas visible de la rue. Et sinon, c'est très dépouillé, très élégant d'ailleurs, hein, c'est très élégant, et donc c'est vrai que ça s'insère bien dans un paysage, et ça ne heurte pas les personnes qui ne veulent pas voir de signes religieux. Ce culte est d'ailleurs extrêmement discret, il n'y a pas d'appel à la prière, pas de cloche, des horaires de fréquentation qui sont assez limités et un stationnement qui est maîtrisé. Et puis, son origine américaine, puisque dans l'imaginaire français, le protestantisme américain, il apparaît moins menaçant que l'islam ou que certains nouveaux mouvements religieux. C'est plus proche culturellement, et puis il y a une proximité de la culture américaine. On est déjà très imprégné d'ailleurs de cette culture, que ce soit dans le cinéma, dans la musique et même dans la mode, et donc ça n'est pas vu comme une menace. En revanche, il y a quand même eu des inquiétudes, des résistances, et l'implantation n'a pas été sans tension, c'est-à-dire qu'il y a eu des inquiétudes locales avec la crainte de riverains qui avaient peur de l'affluence, et puis des interrogations sur la nature exacte des activités pratiquées, puisque tout le monde peut aller dans une chapelle et donc venir voir comment se déroule un culte mormon. En revanche, le temple étant réservé que aux mormons, cette espèce de discrimination a donné des interrogations, voire même nourri quelques fantasmes, et donc ça a créé des tensions. Il y a aussi eu une vigilance des autorités, notamment une surveillance discrète des services de renseignement qui sont particulièrement attentifs aux mouvements financiers ainsi qu'aux flux de fidèles étrangers. Et puis bien sûr, les critiques laïques, toujours les mêmes associations qui ont dénoncé une banalisation d'un mouvement encore considéré comme sectaire. Aujourd'hui, si vous parlez des Mormons, il y a plusieurs personnes qui vont considérer que cela est encore une secte. Mais pourtant, c'est révélateur du nouveau paysage religieux français. La France contemporaine, elle connaît une diversification religieuse sans précédent. Le fait de ne pas avoir de religion d'État permet la possibilité d'ouvrir d'autres lieux de culte et de venir pratiquer
plusieurs religions. On a par exemple le bouddhisme, le néopaganisme, les églises évangéliques, pentecôtistes, l'islam dans ses multiples expressions. Et donc, le temple mormon illustre aussi cette mutation en incarnant une religiosité qui est mondialisée, qui est disciplinée et qui est souvent apolitique. Ce pluralisme reste assez inégal puisque certaines confessions parviennent à s'implanter sans heurts, tandis que d'autres rencontrent une hostilité manifeste, et donc effectivement le contraste peut être saisissant entre le peu de polémique autour du temple mormon et cette différence de traitement avec d'autres ouvertures de lieux de culte. Mais c'est tout l'objet aussi du paradoxe de la perception publique qui oscille entre fascination et méfiance, puisque le mormonisme français évolue dans un paradoxe permanent. On a d'un côté une fascination pour l'exotisme religieux américain, qui est d'ailleurs nourri par les représentations cinématographiques et télévisuelles. Il y a énormément de séries, de reportages et de films qui mettent en avant la communauté mormone, notamment aussi cette communauté qui n'est plus considérée comme une communauté mormone, mais qui fait beaucoup parler d'elle. C'est des documentaires sur la polygamie, sur ces mormons qui ressemblent d'ailleurs à des Amish, qui vivent un peu comme à l'ancien temps. Et puis de l'autre, une méfiance persistante qui est bien sûr alimentée par les témoignages d'ex-membres, ainsi que des révélations sur les pratiques internes de l'organisation. L'implantation du temple participe d'un processus de normalisation qui tend à faire oublier les controverses passées. On a une respectabilité architecturale et sociale du lieu qui contribue du coup à effacer la mémoire des classifications sectaires des années 90. Et cette évolution illustre la capacité de certains mouvements religieux à transformer leur image publique par des stratégies de long terme. Et le cas du temple du Chênay révèle cette forme acceptable, cette forme compatible avec les attentes d'une société sécularisée, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer dans les débats sur la visibilité du religieux, sur les tenues ou sur les sons avec les cloches, les appels à la prière, qui sont souvent au cœur des tensions sur le fait religieux. Ainsi, le temple mormon du Chênay n'est pas un simple lieu de culte, c'est un miroir aux multiples facettes qui est en surface discret mais qui renvoie à des questions assez profondes finalement sur la visibilité de l'altérité, sur la fabrique du récit national et qui met au défi la France d'assumer pleinement la pluralité qui la traverse au-delà des catégories usuelles. Son histoire révèle les mécanismes complexes par lesquels une société sécularisée négocie avec la diversité religieuse. On a le rejet initial, la surveillance parfois persistante et puis une acceptation progressive. Et donc le parcours du mormonisme français illustre justement certaines ambiguïtés qui peuvent exister autour de la laïcité contemporaine. Mais justement, ça participe à écrire une autre histoire de France, une histoire qui n'est pas linéaire, qui est peuplée de croyants, de passages, de fidèles silencieux, de traditions qui viennent d'ailleurs. Et c'est une histoire qui continue de s'inventer à chaque édifice, à chaque reconnaissance, mais aussi à chaque polémique et à chaque résistance. Et c'est à travers ces lieux, qui sont parfois à la marge, que se joue peut-être l'avenir du lien entre République et croyance, parce que le temple du Chênay, par sa trajectoire singulière de la suspicion à l'acceptation, offre aussi un laboratoire d'observation privilégié de ces mutations en cours.